Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver si nombreux aujourd'hui pour cette nouvelle table ronde. Je suis Yves Le Grouillet, le directeur marketing d'iAdvise et c'est un grand plaisir d'animer cet échange car nous allons parler un peu de la clé de voûte du site e-commerce, la page par laquelle tous les acheteurs passent, celle par laquelle la majorité des investissements médias aussi redirigent. Je parle bien sûr de la fameuse page produit, aussi appelée PDP par nos amis de l'autre côté de l'Atlantique. Alors pourquoi cette thématique? C'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. La dernière fois, on a vraiment parlé un peu du futur de l'agentique, mais là, j'avais envie de revenir à quelque chose de très concret, parce que je trouve qu'on vit un paradoxe qui est assez fascinant. D'un côté, on a des coûts d'acquisition web qui n'arrêtent pas d'exploser entre les 10 et 25% chaque année. C'est le chiffre que nous partageait encore en début d'année Content Square. Voilà, coût d'une visite en ligne, plus 9%, 19% en 2 ans. Et pendant ce temps-là, le taux de conversion, lui, continue de baisser. Et de l'autre, et ben finalement, une page une landing page, la page de destination qui, elle, n'a presque pas bougé en 20 ans. Voilà, la photo à gauche, le prix à droite, le petit pavé de texte. Bref, on est sur un format qui nous fait penser à ce bon vieux catalogue papier qui était pensé pour l'internet des années 2000 et qui n'a tout simplement pas bougé. Bon, je force un peu le trait, j'avoue, parce que oui, si la page produit, elle a évolué, mais surtout en fait par l'ajout de contenu. On a empilé les photos, on a ajouté de la vidéo, on a ajouté des guides, on a ajouté des avis clients. Bref, on a fait beaucoup de choses, mais dans les faits, la structure de la page en tant que telle, elle n'a pas vraiment bougé. Au point de ressembler, j'adore l'expression que Serge du groupe Seb a utilisée dans notre dernier webinaire. Il me parle de parchemin pour parler de la page produit. Voilà, avec in fine un niveau de personnalisation de l'expérience qui est quasi nul. Et puis, du coup, résultat, on avait fait une étude en début 2024 à Advice. Je pense que les chiffres n'ont pas beaucoup bougé, en interrogeant une série d'internautes qui nous disaient qu'en fait, il y en avait 1 sur 2 qui n'achetaient pas par manque d'information, comme un des freins principaux à l'achat, en plus des habituelles problématiques sur les coûts de livraison et les politiques de retour. Et c'est assez aberrant quand on se dit qu'en fait, la page, elle est saturée d'informations, d'avoir ce gap d'expérience. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est en fait l'écart qui est en train de se creuser avec les expériences qu'on vit au quotidien et notre nouvel outil de référence. Je parle bien sûr de l'IA. Voilà à quoi ça ressemble la page d'accueil de ChatGPT. Gemini est exactement sur le même principe. Bref, des interfaces qui sont conversationnelles, hyper minimalistes, entièrement personnalisées. Et bon, quand on compare à une page produit d'Amazon, on n'est pas du tout sur le même type d'interface. Alors, quel est l'avenir de la page produit? Est-ce qu'elle est déjà obsolète ou est-ce qu'elle sera au contraire un petit peu le sujet de l'année 2026, hein, le vrai point d'ancrage, le vrai élément de différenciation? Pour répondre à cette question, j'ai la chance aujourd'hui d'être entouré de vrais experts, sûrement beaucoup plus que moi, avec toute la chaîne de valeur, et notamment avec Virginie Blot chez Akeneo. Alors Virginie, Akeneo, c'est un peu la référence mondiale du PIM. Je pense que Oh, c'est gentil, Yves. quand même, ça fait partie des premiers noms qui nous viennent à l'esprit quand on parle du PIM. Tu peux nous dire un peu de mots sur ta mission chez Akeneo et puis la mission d'Akeneo aussi? Oui, d'abord, en un mot, la mission d'Akeneo, c'est vraiment d'aider les marques, les distributeurs à structurer et gouverner l'information produit. Pendant des années, on a beaucoup parlé de l'information client avec les CRM. Le Mhm. PIM, c'est vraiment l'équivalent pour la donnée produit. Et parce qu'en fait, Ok. cette donnée, c'est celle qui alimente toutes les expériences que tu veux pouvoir offrir à tes clients. Évidemment, la PDP, le SEO, les marketplaces, mais aussi, on vient d'en parler, feeder les outils d'IA, en fait. Comment être retrouvé dans ces outils d'IA. Donc, c'est vraiment ça notre rôle. Et moi, mon rôle spécifiquement en tant que product marketing manager, c'est vraiment de faire ce lien entre l'utilité de ces informations produits et ce qu'on peut en Ouais. faire d'un point de vue business, quel levier ça ouvre, et de s'assurer qu'on délivre toutes les bonnes fonctionnalités pour aider nos clients tous les jours à adresser ces nouvelles expériences. Ok, donc tu maîtrises à la perfection la donnée produit qui va être un peu au cœur du débat aujourd'hui. Merci Virginie. Avec nous également, on a Raphaël Grandmanche qui est le CEO et cofondateur de DataYads. Bon alors, Raphaël, c'est quoi DataYads en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Oui, c'est une société qui a 4 ans, DataYads, et on a fait un constat en fait, c'est que les marques dépensent des fortunes sur Google, sur Meta pour faire venir des gens, mais aujourd'hui, il y a 80% de ce trafic qui repart sans rien faire, car ils atterrissent sur des fiches produits qui sont standardisées. Donc la mission de DataYads, c'est d'utiliser l'IA générative pour transformer le trafic publicitaire en revenus. Donc soit on va créer une couche intelligente entre le clic et l'achat et on génère des landing pages dynamiques
et des visuels qui s'adaptent exactement à ce que l'internaute cherche. Donc là, voilà, c'est ce qu'on fait notamment pour Galeries Lafayette. OK. Soit, sinon, on va enrichir les PDP existantes de nos clients avec du contenu généré par IA. Et donc là-dessus, bah, c'est l'exemple qu'on a juste après sur Maison du Monde, Ouais. où on va travailler en fait à partir d'un visuel produit, on va créer différents visuels produits comme ça, ce qui va nous amener à un storyboard qui va permettre de créer des vidéos produits. Et nous, on croit beaucoup à la puissance de la vidéo pour convertir le trafic. Et donc, on est ensuite capable de créer des petits films comme ça pour venir créer de l'émotion autour des produits. Et donc, on réconcilie finalement en une phrase la promesse de la publicité avec la réalité de la page d'atterrissage. Super, bah, j'avais plein de questions sur, vidéos, photos sur les pages produits, donc ça tombe bien, je sais à qui, poser la question, Raphaël. Et enfin, la réalité du terrain, Benjamin Delomo, directeur du digital chez Nature et Découverte. Alors Benjamin, je pense que je vais pas représenter Nature et Découverte, c'est devenu une enseigne assez, iconique, en France aujourd'hui, mais j'imagine que les défis, sur le digital sont, assez immenses. C'est quoi ton périmètre aujourd'hui chez, Nature et Découverte, Benjamin? Bonjour. Nature et Découverte, comme vous le savez tous, c'est, comme tu dis, une enseigne iconique, c'est une ancienne cadeau. Aujourd'hui, moi, je développe le digital, c'est-à-dire la partie e-commerce et la partie marketplace, où on essaye d'offrir, on va dire, le plus grand magasin Nature et Découverte à tous nos clients. Et le challenge qu'on a sur le digital, c'est de répliquer la qualité d'accueil et le conseil de nos guides conseils en magasin sur une page produit. Donc, OK. vraiment très intéressant de partager ça aujourd'hui avec vous. Trop bien. Bon, c'est bon, le digital, c'est devenu le plus gros magasin chez Nature et Découverte maintenant. On y travaille tous les jours. Bon, trêve d'introduction, on va rentrer dans le concret et j'aimerais, commencer par une question qui est un poil provocatrice parce que j'aime bien, planter le décor. Quand on voit que ChatGPT ou même, Google AI Mode, qu'on n'a pas encore en France, mais qui est en train de s'imposer aux États-Unis comme, un peu la nouvelle porte d'entrée de Google, bah, avec ces solutions-là, l'internaute, il obtient finalement assez souvent sa réponse avant même d'arriver sur la fameuse page produit, la PDP. Et Bain a sorti une étude il n'y a pas très très longtemps sur l'agentic commerce et mentionnait que 21% des consommateurs américains étaient déjà prêts à utiliser des solutions d'IA, donc ChatGPT bien sûr, mais pas que, Perplexity, Grok, Claude, pour finalement commencer leur recherche d'achat. Du coup, en fait, je me pose une question assez naïve, mais si l'internaute il trouve sa réponse déjà dans ses résultats de recherche Google AI Mode ou dans le chat GPT, c'est quoi le rôle de la PDP? Qu'est-ce qu'elle va devenir en fait, cette PDP? Une super landing page pour juste convertir ou au contraire ça va devenir un peu un hub de contenu? Enfin, c'est quoi votre vision? Je sais pas, Virginie, tu veux peut-être tu veux commencer là-dessus? Comment tu Ouais. imagines un peu la suite, toi? Bah, de toute façon, comme tu dis, souvent, ils te font une recommandation d'abord de plusieurs produits. Ouais, Jamais il va te donner qu'un seul, il va quand même te proposer un choix, il va te faire un petit benchmark par rapport à tes critères. Et à un moment donné, tu vas quand même être dirigé vers cette fiche produit, une landing page, peu importe. Et quand Raphaël disait, en effet, une vidéo, ça t'inspire énormément, il y a quand même ce moment de bascule où il faudra que tu ailles en savoir plus sur ce qu'il y a derrière. Là, c'était une tasse de café où je ne sais pas trop quel était l'objet. Je pense que c'était ça, l'objet qui était en vente. mmh, Mais tu prends un petit fauteuil. Là, tu vois, en ce moment, c'est les fêtes de Noël, on cherche tous des cadeaux, etc. Tu as à un moment donné quand même besoin de savoir si le fauteuil que tu offres ou le miroir, il va bien aller dans les dimensions, etc. Donc, même si la PDP, je pense qu'elle a besoin d'être un peu dépoussiérée, ça reste quand même le point de vérité. C'est plus l'entrée principale, mais ça reste la source de confiance, tu vois, même pour l'IA. C'est-à-dire que tu ne seras pas retrouvé par l'IA si ta fiche produit, elle n'a pas toutes les bonnes informations. Donc, je trouve que le besoin finalement d'avoir la bonne information derrière, ouais. cachée, pour donner toutes les expériences que tu veux et être retrouvé selon les bons critères, les bonnes intentions d'achat, elle est plus vraie que jamais. Donc, ta PDP, pour moi, ça reste ta source de confiance pour l'IA et pour ton client final, en fait, la page de validation finale. Ouais, les gens sont même peut-être pas encore prêts à se dire: «Je confie entièrement, l'achat, à mon IA généraliste type ChatGPT». La page produit reste pour toi encore un élément de rassurance, Ouais, de je suis sûre qu'on est complément, bien, mais tu as raison. Et aujourd'hui, on a encore besoin de passer par là. Déjà, c'est énorme. Tu donnes 21%. Nous, il y a tellement d'études en ce moment sur le sujet. ouais, Il y a des études qui montrent bien plus, hein, sur la Gen Z, ouais, c'est plus de la moitié qui commence ouais. la recherche
par les outils d'IA plutôt que sur Google. C'est vraiment en train de changer énormément. Donc, pour l'instant, on est vraiment au stade de redirection. Donc, tu as encore besoin, tu vois, de la caution, etc. On y viendra après. Si tu me trouves ce produit dans ces critères-là, c'est sûr que tu pourras confier ça à un agent de faire l'achat pour toi. On n'en est pas encore là. Donc, la PDP, définitivement, pour être recherchée, retrouvée par une IA, recommandée, elle est cruciale. Ok. Et toi, Raphaël, c'est ton dada, ce côté un peu landing page, hein, c'est le cœur de DataYad. C'est pour toi, ça va ressembler à quoi cette page dans 3 ans, là, avec finalement ce nouveau canal d'acquisition un peu qui est le LLM générique? Oui, nous, ce qu'on pense chez DataYad, c'est qu'il n'y aura pas une page produit, mais Ouais. des pages produits, tu vois, et qui vont permettre en fait d'adresser les usages par canal. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'IA, mais il y a aussi toute la partie sociale, voilà, avec les Meta, TikTok, qui prennent aussi une place considérable et qui challenge vachement le modèle traditionnel de Google. Donc voilà, il y a un peu ces différents usages entre l'accès direct, le CRM, Google, qui néanmoins, même si ça va être amené à évoluer le moteur de recherche avec AI Mode et Overview, ça va se transformer, mais on voit qu'il y a donc les moteurs, et puis après, tout le social, où je pense qu'il y a aussi des usages qui sont très spécifiques. Donc à mon sens, voilà, la PDP classique deviendra une base de connaissances ultra structurée pour nourrir les robots. Voilà, et puis ensuite, on va avoir des PDP adaptés un petit peu en fonction de son point d'origine, avec notamment quelque chose de plus ludique, de plus inspirationnel sur la partie sociale. Voilà, pour confirmer l'intuition, quoi. J'ai une question un peu naïve, mais est-ce que finalement l'émergence de l'IA accélère pas un peu cette peur et du coup ce besoin de personnaliser la landing page, ou c'était déjà quelque chose que tu avais avant et que finalement l'IA change pas tant que ça les besoins de tes clients, de tes prospects? Alors oui, c'est un effet un petit peu accélérateur parce que c'est Ouais. vrai que c'est un bouleversement en termes d'usage assez massif. En quelques années, hein, finalement, 3 ans, comparé au social qui a mis plus de 10 ans à s'imposer comme un canal très fort d'acquisition. Donc, je pense que ça renforce plusieurs choses. Ça renforce effectivement le fait d'avoir une approche plus personnalisée. Ça renforce vraiment la donnée produit, l'importance de la qualité de la donnée produit, parce que Ouais. là-dessus, c'est ce qui va nourrir en fait ces différents templates, ces différentes expériences qu'on va pouvoir offrir à l'utilisateur. Et puis, ça renforce aussi l'instantanéité. Voilà, il va falloir pouvoir être capable de générer à la volée par IA des expériences pour correspondre aussi au contexte de l'utilisateur. Ok, canon. Je voyais aussi, il y a des marques type, peut-être un des premiers à s'être lancé avec sa propre interface plus conversationnelle c'est Zalando aux US, puis après en France, qui en fait finalement propose des expériences où la PDP est presque une page de destination d'une expérience conversationnelle. C'est exactement aussi ce qu'on fait chez iAdvise avec plus de 300 retailers aujourd'hui, et où finalement, en plus d'être la résultante peut-être d'une recherche sur ChatGPT ou Gemini, c'est aussi le résultat d'une conversation sur le site de la marque. Je me demandais, c'est quoi, toi, chez Benjamin, chez Nature et Découverte, on a commencé pour ne rien cacher à l'audience, un POC ensemble avec iAdvise. C'est quoi, toi, tes convictions un peu sur cette évolution du parcours d'achat? Qu'est-ce que vous testez actuellement chez Nature et Découverte? Ouais, exactement, tu fais bien de le dire et j'allais en parler. Nous, le challenge, justement, c'est d'interagir avec nos clients qui sont pas forcément des experts du digital ou de la Gen Z. Donc, notre challenge, c'était d'interagir et de les guider, surtout dans le choix des cadeaux. Et on teste la solution Conversion Starter avec vous depuis octobre. Et ce qu'on voit et ce qu'on veut faire, c'est d'adapter le parcours client à l'intentionnalité. De dire, en fait, comme disait un peu Raphaël, ça va dépendre aussi d'où vient le client. Et du coup, nous, on sait qu'on a des clients qui viennent s'inspirer, on a des clients qui recherchent un produit et un seul produit et qui veulent
rien d'autre. Et on a d'autres qu'il va falloir amener petit à petit, renseigner, rassurer. Donc, c'est pour ça qu'on parlait des moteurs en général qui commencent à prendre de la place. Mais voilà, la qualité de l'info et la qualité de la donnée derrière la page produit, nous, c'est ce qu'on s'applique à faire et justement de guider et de recréer cette expérience client en magasin. Ok. Donc vraiment, c'est assez intéressant. On a pas mal de marques qui mentionnent ça. En fait, est-ce qu'on arrive peut-être enfin avec l'IA à arrêter que le site web soit une expérience super froide, hyper décevante, comparée à des expériences beaucoup plus immersives qu'on a en boutique? Avant de rejoindre Aveva, j'étais dans le secteur du luxe, donc ça me rappelle des longues heures, des longs débats en interne sur comment reproduire une expérience de boutique de luxe sur un site e-commerce. Juste pour donner un chiffre qui parlera aux autres e-commerçants, mais sur le mois de novembre, on a généré 70 000 conversations avec iAdvise. C'est-à-dire que l'année dernière, on en avait 0, entre guillemets. Donc voilà, ça nous permet de pousser des gens, d'interagir avec eux et justement de les engager. Après, voilà, à nous de travailler bien les réponses et d'étudier, d'utiliser cette source de data. Mais voilà, ça nous permet aussi, l'IA permet justement ça, de pouvoir aussi rapprocher le client de la marque. Et je voudrais juste revenir, tu vois, au basique, parce que Benjamin, ce que vous faites chez Nature et Découverte, tu vois, l'IA aussi a été beaucoup plus facile pour vous, parce que je pense que vous étiez déjà prêt, vous aviez fait déjà un gros travail. Quand je vois ce que vous avez fait, par exemple, pour le Secret Santa, rien que ça, tu vois, d'organiser par intention d'achat. Je veux dire, les gens qui n'avaient pas commencé à travailler, tu sais, qui étaient encore sur leur catégorie super classique par type de produit, etc. Enfin, ça, déjà, nous, on dit tout le temps à nos clients qu'il fallait vraiment s'y mettre, à changer la manière super classique par type de produit, mais par intention d'achat. Bah, tu vois, par exemple, d'être dans le Secret Santa et de dire est-ce que tu cherches un produit pour un enfant, est-ce que tu préfères offrir un livre pour Noël, etc. Et qu'on te donne déjà cette sélection, d'avoir déjà fait ce travail sur la donnée rend du coup hyper facile le move vers l'IA. Si tu n'as pas fait ce travail avant de retravailler tes catégories pour qu'elles soient moins statiques par type de produit, ben pour moi, tu vois, donc c'est pour ça que, comme vous disiez, l'IA accélère ça. C'est pour ça que ça s'anticipait. Et je trouve que les catégories, c'était vraiment pour moi le truc révélateur. Quand tu arrivais sur un site, je veux dire, quand tu as envie d'offrir un cadeau à un enfant, à un garçon et que tu n'en as pas et que tu ne sais pas, c'est quand même génial d'être guidé déjà par des catégories. Pour moi, ça, c'était les prémices. Et l'IA rend ça beaucoup plus facile et vivant et conversationnel. Donc, c'est chouette. Mais tous ceux qui n'avaient déjà pas fait ce travail-là, tu vois, c'était déjà, tu prends du retard quoi, dans l'intention d'achat. Exactement. Nous, et ce qu'on voit dans les tests qu'on fait dans les différentes IA sur ces sujets, c'est qu'en fait, la qualité de la donnée qu'on a de base a permis de nourrir extrêmement rapidement et d'atteindre des taux de réponse très élevés. Et donc, c'est pour ça qu'on en revient à la qualité de la donnée, de ce que tu disais, Virginie. C'est vraiment la clé de tout. Parce que même si on a un beau moteur ou une belle manière de rechercher les produits, il faut qu'on puisse le nourrir. Et encore plus, j'ai envie de dire, avec une marketplace où on a 80 000 références, on a doublé en un an le nombre de références. C'est-à-dire qu'il faut aussi travailler ce côté, les attributs, vraiment avoir un niveau de données encore plus élevé qu'avant et pour générer demain des vidéos. On n'y est pas encore. Hein. Je pense que, comme tout le monde, on travaille là-dessus. Mais voilà, demain, l'idée, c'est d'arriver aux jolies pages que nous a montré Raphaël avant. Et du coup, concrètement, comment on s'y prend? Parce qu'il y a une tentation un peu grande de dire je demande, comme l'IA peut à peu près tout rédiger, j'appuie sur un bouton, puis je génère des kilomètres de description de produits, d'arguments marketing, de SEO pour remplir les fiches. Mais voilà, la place sur la PDP, elle n'est pas infinie. Donc voilà, comment on résout un peu cette équation impossible? J'avais un client qui me disait que Amazon leur demandait maintenant de pousser de l'information produit qui n'est pas visible sur la fiche produit Amazon, mais qui vient juste nourrir Rufus, leur IA, au cas où j'ai une question hyper spécifique. Concrètement, comment on produit cette connaissance et qu'est-ce qu'on en fait? Je voulais que je commence. Ouais, vas-y, Virginie, vas-y. Pour le coup, tout ça est très analysé. Et puis, tu sais que tu as un schéma qui est étudié par les moteurs, par les SEO, vraiment le schema analysis, quoi. Tu analyses ton schéma. Et puis, à l'ère de l'IA, ce qui est hyper important, c'est les FAQ. Tu sais, les questions que tu peux poser sur un produit. Ça vient énormément nourrir tes IA.
Donc, typiquement, qu'est-ce qu'on vient faire? Comme disait très bien Benjamin, évidemment qu'il faut avoir tous tes attributs produits, ce qui définit, ce qui caractérise ton produit. Déjà, tout ça doit être bien net. Mais ce qu'on vient ajouter maintenant, la couche qu'on vient ajouter, on se sert de l'IA pour aller analyser toutes les revues posées par les clients, etc., les notes, etc., dire ce qu'ils ont aimé, moins aimé. De ça, tu ressors des intentions d'achat, tu génères automatiquement des FAQ, et c'est ça, en fait, qui va venir populer après tes recherches et tes moteurs d'IA et évidemment de SEO. Donc, ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que tout ce que tu vas faire pour ton SEO va être bénéfique pour ce qu'on appelle maintenant ton GEO, le générative, ce qui vient optimiser la search des outils d'IA. Et donc ça, c'est ultra important de le comprendre, et c'est pour ça qu'on vient aider nos clients à générer automatiquement, par exemple, des FAQ basés sur ses intentions, sur les retours des clients. Donc, tout ce qu'on peut automatiser, on le fait par fiche produit pour que ça vienne derrière influencer la PDP et être mieux scoré, être mieux retrouvé par tous les outils, Google et les outils d'IA. Ouais, bien sûr. Et puis, potentiellement, en effet, nourrir les interfaces conversationnelles en complément, carrément. Exactement. J'avais envie de parler d'un exemple hyper concret que j'ai eu récemment dans ma vie perso, et je suis assez preneur de ton avis, Raphaël, là-dessus. Je regardais j'étais sur le site de Salomon, je regardais leur dernière exclusivité, la XT6 Gore-Tex. Et en fait, je me faisais la remarque, mais ça doit être hyper galère pour une marque comme Salomon, parce que, alors moi, j'achète pas du tout une paire de Salomon pour faire le tour du Mont Blanc. Je ne suis pas un ultra trailer. Oui, tu es un urbain, toi, tu es un amateur de mode. Exactement. Moi, ce que j'aime, c'est faire semblant de connaître le drop et le grip, mais en vrai, je veux juste avoir un petit peu de style. Comment tu peux personnaliser ces expériences? Parce que quand on regarde le site, alors les visuels sont hyper beaux, etc., mais finalement, j'ai très très peu d'informations pour répondre à mes besoins, et les bénéfices produits sont finalement assez limités. Comment on personnalise cette page produit? Parce que moi, ça me semble un peu aberrant d'avoir une page produit unique sur un cas comme ça. Ouais, c'est un cas, vraiment intéressant, Salomon, parce qu'effectivement, ils ont cette double audience à adresser, et ça fait le rebond avec ce qu'on se disait au démarrage, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir une approche plus personnalisée, plus qu'une seule page produit, mais des pages produits. Là, en l'occurrence, c'est plutôt par typologie de cible. Maintenant, c'est pas facile à détecter, tu vois. Quand tu connais un peu ton client, on est dans un cadre de revisite, pourquoi pas. Quand tu es en pure acquisition, pas simple. Il faut être bon en data. Mais effectivement, c'est déjà la première mission, un premier challenge, c'est d'arriver à bien identifier. Ensuite, c'est comment tu le produis. Ça, déjà, c'est un petit peu plus, c'est plus, pour moi, c'est déjà plus concret dans ce qu'on fait chez DataIAD. C'est qu'effectivement, on va avoir la possibilité d'avoir une page pour l'ultra trailer, par exemple, qui va mettre en avant les specs techniques, le grip, le drop, les avis d'experts, etc. Et puis, pour l'amateur de mode, générer une page avec des visuels lifestyle, des looks streetwear, et on cache un peu le côté où on diminue le côté tech. À notre sens, tu vois, la solution, c'est plutôt de découpler, quoi. Le CMS va gérer le catalogue et le stock, et une solution comme la d'autre va générer l'expérience contextuelle en front. Donc sur Salomon, c'est intéressant, c'est un de nos clients. Aujourd'hui, on le gère par canal. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fonction de si tu arrives du social ou du search, tu as une expérience un petit peu différente qui, au niveau des requêtes, même du search, va permettre d'avoir un petit peu ce découpage entre ultra trailer et amateur de mode. Mais après, on est confronté à des enjeux de volume. Tu vois, c'est qu'il faut trouver le bon curseur entre ton volume de trafic et l'intérêt business de le faire, parce que ça coûte quand même de l'argent, de l'énergie, et donc voilà, trouver à chaque fois le bon curseur en termes de segmentation, et la capacité, la faisabilité technique en termes de data pour avoir quelque chose de juste. Et concrètement, moi, je ne me rends pas compte, je joue un peu le rôle du néophyte sur le sujet, mais on en est où en termes d'adoption un petit peu de ces pratiques de personnalisation vraiment à l'échelle de l'expérience de la PDP? On est encore au balbutiement, ou c'est déjà une pratique que tu trouves bien installée?
Et écoute, ça fait en fait, moi j'ai été assez surpris parce que c'est quelque chose dont j'avais, tu vois, ça fait 20 ans que je bosse dans ce secteur. Ouais. Je pense que j'avais entendu parler, des premiers cas de perso avec La Redoute, il y a, en 2004 ou 2005, qui racontait qu'il avait leur homepage personnalisée, et cetera. Enfin, c'était pas qu'il a raconté, c'était que c'était une réalité. Et puis, je pense qu'il y a eu, en fait, les technologies ont beaucoup évolué. Maintenant, on a vraiment la possibilité d'avoir un CMS headless qui permet de le faire très, très, très vite à l'échelle. Les data produits sont aussi énormément renforcés. Et puis, c'est l'évolution aussi des plateformes médias qui a mis un coup de boost, je pense, à Ouais. ça. C'est-à-dire que quand tu vois la manière dont fonctionne un Google Shopping ou la pub sur Meta, en fait, il t'oblige à renvoyer vers une fiche produit. Donc la fiche produit, en fait, est devenue le point névralgique du site Mmh. Internet, beaucoup plus qu'avant où tu renvoyais vers la home page ou des pages catégories. Donc du coup, on leur demande trop à ces fiches produits, tu vois, Ouais. on leur demande trop de choses et donc de fait, ça nécessite aussi cette approche un petit peu plus personnalisée. Donc si on raisonne en termes de, tu vois, voilà, on équipe à peu près 80 clients en France, sur des gros e-commerçants. Ouais. Il faut quand même avoir aussi un peu le volume pour voilà, se financer une approche comme ça. Mais effectivement, le taux d'adoption, il est plutôt aujourd'hui, voilà, il progresse assez vite chez les gros et puis il va y avoir des effets d'entraînement. Voilà et la technologie progresse et donc du coup, je pense que le SMB va être progressivement équipé. Nous, on est en train de réfléchir à une offre SMB, OK. voilà pour adresser aussi, toute la longue taille, quoi. OK. OK, super clair. Virginie, tu voulais compléter avec Moi, un je voulais juste rajouter que, tu vois, avant même la personnalisation de la PDP, tu vois, ça se joue aussi avant. Quand toi, tu fais ta recherche Mmh. pour dire que tu cherches une sneakers Mmh. qui a quand même un look un peu d'un mec qui fait le trail, mais sans en faire, en fait, c'est là que ça se joue. Tu vois, parce qu'il y Ouais. a toutes les informations que tu ne vois pas sur ta PDP, mais qui sont derrière et qui viennent nourrir tout ça. C'est ça que je te Mmh. disais tout à l'heure, toutes ces intentions, etc. Mmh. Et c'est ça que nous, on vient enregistrer, accumuler dans la fiche produit d'Akeneo qui vient après nourrir toutes ces IA, tous ces moteurs de recherche pour que même sur ton site, tu puisses retomber sur ta bonne chaussure. Et là, après, tu peux adapter l'expérience visuelle, etc. Mais je veux dire, avant ça, il faut bien que tu tombes dessus, quoi. Ouais. Ou alors, il faut que je me mette au trail, je crois. Benjamin, vous avez des réflexions côté nature et découverte sur cette partie personnalisation? On parlait tout à l'heure de la dimension un peu assistant shopping, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous creusez sur cette dimension-là? Ouais, ce qu'on creuse, c'est vraiment ce que je disais, c'est nous, on travaille vraiment avec l'idée de le client. Ouais. Le client, toujours de dire qu'est-ce qu'il va percevoir sur notre page, l'intention. Et on a les débats, comme toujours, je pense, comme beaucoup d'e-commerce, c'est entre les SEO, GEO, tout l'aspect technique et l'aspect visuel, les vidéos, et de dire au final, comme disait Raphaël un peu tout à l'heure, on surcharge des pages parce qu'on veut qu'elles fassent tout. Mmh. Et là-dessus, on essaye de rationaliser en disant, en fait, qu'est-ce que va chercher le client? Parce que oui, nous, on voudrait optimiser plus de choses parce que le moteur va le lire, un tel le lit d'une façon. C'est vraiment comment on travaille ça. Et l'idée, c'est de garder de la réassurance, de garder des basiques de réassurance toujours en avant, après de tester des nouvelles choses et on essaye d'en faire un peu plus à chaque fois et de retravailler, par exemple, la PDP comme on a fait cette année. Voilà, on est encore loin du modèle idéal. Mais voilà, toujours en gardant l'idée de dire notre client, il vient là et on veut l'engager au prochain step qui est l'achat. Ouais, il y a vraiment cette réassurance pour essayer de dépasser les 2-3% de Voilà, conversion. essayer de toujours avoir en tête les basiques, pas de, on va dire, pas de s'exciter ou voilà, sur des sujets où on est tous dans le digital, surchargé Ouais, d'infos et on a envie de faire beaucoup plus. Voilà, nos clients ont besoin vraiment et ils nous le demandent, et c'est ce qu'on voit dans les avis aussi. ouais, Voilà, c'est ce côté vraiment conseil qui est important. super. Je fais une petite pause. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les proposer dans le chat. C'est toujours un plaisir un plaisir d'y répondre. J'avais une avant-dernière question que je voulais évoquer avec vous, qui est un sujet assez différent de ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, mais
on observe finalement un taux de retour dans l'e-commerce qui avoisine parfois les 20-30%, qui peut monter encore plus haut sur la fashion, qui est souvent un peu lié à un décalage entre ce que je vois sur ma PDP, la photo, la vidéo et la réalité du produit que je reçois. Et l'IA, elle permet maintenant de générer, tu nous l'as montré un peu, Raphaël, le produit en situation à partir d'images avec dans des environnements avancés. On a évidemment depuis très longtemps des marques comme Ikea ou Jimmy Fairley qui proposent de l'essai virtuel, de la réalité augmentée. Du coup, je me pose la question dans ce côté investir dans la 3D, l'AR, la génération d'images personnalisées, ça coûte encore cher? Est-ce qu'on est sur un truc qui est encore gadget ou vraiment demain on peut se dire en fait moi l'expérience personnalisée que j'ai sur une PDP c'est que ma paire de Salomon je prends mon smartphone et je la vois dans mes pieds et je me rends compte si elle me convient ou si elle me convient pas en un coup d'œil quoi. Voilà, je me demandais est-ce que c'est un vrai changement de la PDP ça ou on est encore un peu sur du gadget? Alors moi, à mon sens, c'est un vrai changement, mais Ouais. je vais plaider pour ma paroisse. Ouais, bien sûr, Mais j'ai aussi plusieurs études qui le démontrent, pas simplement de DataYads, mais voilà, ça a été montré par Nielsen, par Google, enfin tout le monde s'aperçoit que en fait, il y a un besoin en création de contenu qui est extrêmement fort, à la fois pour les PDP, mais que vous allez pouvoir aussi réutiliser dans les plateformes médias. Je prends l'exemple de Ouais. Google PMax, qui est le nouveau mode d'achat de Google, typiquement. Aujourd'hui, il vous demande sur un produit une vingtaine d'assets visuels et vidéo. Ok. Donc, cette production de contenu, il faut la penser omnicanal, en partant sans doute d'un point de départ qui peut être soit la PDP, soit le média, mais il faut en tout cas se lancer là-dedans et y aller fort et vite parce que les besoins en termes de volume de contenu et de qualité de contenu vont être très très forts dans les 3 prochaines années. C'est certain, c'est écrit. Et ensuite, c'est efficace, effectivement, sur les PDP. Quand on met, nous, on a fait beaucoup de tests là-dessus. Quand on met une page produit avec de la vidéo produit ou sans vidéo produit, même produit, hein, voilà, on a vraiment, on fait 50-50 sur le split de trafic. Il y a 15 points à peu près d'efficacité en plus en termes de conversion. Donc, ça amène de la valeur. Maintenant, effectivement, ce qu'il faut, c'est arriver à le produire à l'échelle. Quand on a des catalogues de quelques dizaines de références, qu'on ait des NVB, c'est facile. Quand on est Faisable, ouais. nature et découverte, qu'on a des dizaines de milliers de références ou des millions de références produits, et c'est exponentiel avec le phénomène de marketplace, il faut arriver à avoir des systèmes du coup qui le traitent à l'échelle. Donc là-dessus, les technologies ont fait énormément de progrès et j'ai envie de dire, on refait le webinaire dans un an, ça sera encore plus dément ce qui se passe, mais on voit l'arrivée par exemple d'un VO3 de Gemini, Google, c'est un pavé dans la mare sur la création vidéo, donc il faut arriver à toujours bien screener les modèles de LLM, trouver ceux qui sont les plus adaptés au use case. Il y a la question du coût qui rentre en compte, hein, parce que VO3, ça coûte une blinde aussi, donc il faut trouver en fonction des cas d'usage et des formats de contenu le bon curseur. Voilà. Donc nous, on est connecté en fait en permanence à une trentaine de LLM dans la plateforme et on va utiliser en réel 2-3 solutions en fonction des use cases pour trouver en fait celui qui produit la meilleure qualité. Puis après, il y a la qualité du prompt, il y a les datas évidemment qu'on met en entrée. Je le répète, mais moi je pense que la donnée produit, c'est la pierre angulaire du e-commerce. Mais effectivement, ensuite, voilà, c'est ces éléments qu'on va mettre en input qui vont permettre d'avoir un bon output. Super clair. Ça donne envie. Et c'est marrant parce que tu vois, on s'est amusé à construire un site de démo pour iAdvise avec un faux site e-commerce sur Shopify. J'ai été bluffé par la facilité à transformer des descriptions produits, d'avoir des images générées à l'appel par l'IA sur des produits complètement faux. Mais c'était les progrès de l'IA sur ce marché-là, sur cette dimension-là, c'est bluffant. Ouais. C'est vraiment bluffant. Ouais, donc croiser son flux. Pardon, Virginie. Vas-y, continue. Non, j'allais juste dire croiser son flux produit. Vous prenez vos données d'Akeneo, vous les croisez avec des modèles de LLM. Nous, c'est vraiment le cœur de notre bise sur DataYads. C'est là où vous allez avoir l'effet de mise à l'échelle. Parce que faire un contenu sur un LLM pour un produit,
pour ça que je parlais des NVB, le challenge, il n'est pas si compliqué. Tu prends Mmh. 30 jours d'un mec, tu vas sortir avec quelque chose Ouais. de très correct. Mmh. En revanche, le faire à l'échelle sur des catalogues voilà, qui en plus sont évolutifs. Hein, en fashion, tu vas avoir 30% qui sont révisés chaque trimestre quasiment. Voilà, donc c'est un vrai challenge de tenir son catalogue aussi à jour. C'est là-dessus que je voulais réagir d'abord, c'est que c'est OK aussi de ne pas le faire sur tout le catalogue, en fait. Et j'étais complètement raccord avec les chiffres que tu donnais, Raphaël, c'est exactement aussi ça que j'avais par tous les clients, et peu importe le domaine, que ce soit de l'ameublement, de la fashion, etc. Mais là où on réfléchit aussi avec les clients, c'est de se dire, OK, et ils le savent très bien, évidemment, quels sont les produits qui ont le plus besoin, en fait? Où est-ce qu'il est ton plus gros taux de retour? Et attaquons-nous d'abord à ça, en fait. C'est là où il y a un problème, sans doute. Tu vois, sur des canapés, par exemple, là, tu vas faire une vidéo. Parce que s'il se déplie, tu as besoin de comprendre comment il se déplie, comment tu le ranges, Mmh. etc. Sur un tapis, tu as moins besoin. Tout le monde sait comment on met un tapis. Tu vois, ça ne va pas être game-changing d'avoir une vidéo. Déjà, tu as une belle photo en contexte. Déjà, ça t'aide. Et du coup, sans vouloir piquer ta place, Yves, c'est exactement ce que je voulais demander à Benjamin, parce que ça m'intéresse énormément. Je trouve qu'ils font de très belles photos sur l'enfant, parce que moi, c'est plus ça qui m'intéresse chez Nature et Découverte, sur leurs produits à eux. Évidemment, vous ne pouvez pas exiger ça des produits que vous vendez marketplace. Et visiblement, de ce que je vois, vous ne le faites pas pour les produits marketplace. Mais est-ce que du coup, tu vois une grande différence dans les taux de conversion sur tes produits Nature et Découverte versus ceux des marketplaces? Ouais, c'est une bonne question parce que nous, c'est un vrai challenge sur ce côté image, vidéo. Et voilà, on sait très bien qu'il faut aller vers ça. Le gros challenge, c'est d'industrialiser tout ça. Mmh. euh, Parce qu'aujourd'hui, on est très, on va dire, artisanal à ce niveau-là. Et il y a une vraie direction artistique sur les produits, sur de l'émotivité, voilà, parce qu'on est sur du produit cadeau, donc il y a un vrai contrôle de ça. Et oui, les enjeux de la marketplace, c'est justement ça, d'aller pousser les vendeurs sur de la qualité produit. Donc, comme vous le savez, hein, en marketplace, on n'a pas le droit de toucher ni au contenu textuel, ni vidéo. Donc voilà, il faut pousser là-dessus et de dire demain, est-ce qu'on propose une option d'avoir un filtre pour améliorer automatiquement les images de ses clients et qui se rapprochent le plus des nôtres, ça serait idéal. Pour l'instant, on n'a pas la solution. Mais voilà, oui, il va falloir harmoniser aussi tout ce catalogue produit. Mais je pense que, comme disait Virginie et Raphaël, il faut choisir ses batailles. On ne pourra pas Ouais. tout animer, ça ne sert à rien de tout personnaliser. Nous, on le voit, on a des produits, on va dire, qui sont très émotionnels sur lesquels on peut rajouter une couche de vidéo et pour, on va dire, pour augmenter l'effet cadeau. Demain, il y a d'autres cadeaux. J'ai envie de vous parler de l'iconique papier d'Arménie vendu à la caisse chez Nature Il n'y a pas Découverte. besoin, Je pense que personne n'a besoin d'avoir 3 vidéos de mise en scène on en achète à chaque et pas, fois, pas besoin de gâcher des ressources et du temps c'est et de clair. l'argent derrière là-dessus. Donc voilà, il va falloir vraiment travailler sur ce côté, quels sont les gros runners et les game changers Ouais. sur ces aspects-là, pour pas non plus saturer les équipes à ce niveau-là. Mais, Il y a Stéphane qui posait une question dans le chat ouais, sur ce que j'allais rebondir pour toi, Raphaël. En effet, on a une question sur c'est quoi les modèles d'IA des LLM que tu recommandes pour générer des visuels produits à partir de descriptifs. Nous, on a beaucoup joué chez Advise, mais à un niveau amateur, hein, avec du Midjourney et du VO3, comme tu mentionnais. Il y en a d'autres que tu trouves bons dans l'exercice, Raphaël? Ouais, bah, notamment Nano Banana, Ouais. Google, voilà, c'est très efficace. Mais il faut vraiment arbitrer à chaque fois entre le coût Ouais. et la qualité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des choses très bien avec du ByteDance, voilà, qui va coûter quand même beaucoup moins cher. Et puis en même temps, voilà, donc c'est un peu la même. C'est effectivement la stratégie de la segmentation sur le portefeuille produit qui va être intéressante et de se dire bon bah ok. Et nous, c'est comme ça vraiment qu'on approche la problématique, c'est de se dire je découpe mon catalogue produit Ouais. en segments qui peuvent être soit des segments de catégories de produits. On reprend beaucoup les segments de médias aussi, les tops, les mid, les lows. Les tops, c'est forcément ceux sur lesquels j'ai envie de plus investir parce qu'ils font peut-être 80% de mon chiffre d'affaires en faisant 20% des refs. Ouais. Du coup, là-dessus, je vais avoir un niveau
de qualité en termes de LLM qui va être supérieure. Je vais également créer peut-être plus de vidéos quand je vais faire plus de visuels sur mes lots. Voilà, donc tout ça, ça peut s'adapter et c'est vraiment la manière dont on approche nous le catalogue en fait produit de chaque e-commerçant. Super. Bon, je vois malheureusement que le temps file et on arrive un peu au terme de cet échange, mais j'aimerais finir avec quelque chose de très concret. On a beaucoup de responsables e-commerce digital qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu dépassés par tout ce qu'on a évoqué en 40 minutes. C'était riche, c'était dense et merci beaucoup pour ça. Donc, si vous aviez un seul conseil, là, une première brique à poser dès demain matin pour préparer la page produit de 2026 et de 2027, vous commenceriez par quoi? Ce serait quoi votre recours? Je commence? Vas-y, Virginie. Et ben en fait, c'est tout bête, mais et ça, c'est mon côté consultante qui parle. Pendant 5 ans, j'ai implémenté avec mes clients. C'est déjà de se demander qui. C'est-à-dire qui Ouais. fait quoi, qui est responsable de quoi. Et ça, moi, je le vois tous les jours. On amène plein de nouvelles solutions pour aider justement à être prêt pour ce qu'on appelle l'IA, évidemment, être AI ready. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais se poser normalement la question de qui va gérer ça. Est-ce que c'est la même team qui gérait les SEO qui va désormais gérer les GEO? C'est-à-dire déjà, si c'est clair pour nous l'objectif, la vision pour 2026, derrière, quelle équipe porte ça? Comment on partage le travail? Comment on collabore? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, vraiment, l'expérience, ce que j'ai vraiment appris au cours des derniers mois en travaillant avec les clients sur des sujets concrets, c'est qu'en fait, c'est pas l'un ou l'autre. En travaillant l'un, tu travailles tout, en fait. Tu travailles la SEO, le GIO, tes reviews, les retours clients. Tu travailles tout ensemble. Et à la fois, c'est ça qui est super, parce que tu fais pas d'investissement pour rien. Mais se poser la question de qui dans qui tu mets les outils, quoi. Dans quelle main tu mets les outils. Okay. C'est important. Super. Raphaël, Benjamin qui veut y aller. Tu vas, Raphaël? Ouais, avec plaisir. Moi, le conseil, ça serait d'arrêter d'envoyer votre trafic vers des fiches produits génériques, hein, parce que voilà, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, clairement. Donc, pour commencer, faut faire des petits tests. Vous prenez votre top 50 produits, vous faites ça avec éventuellement un outil d'A/B test. Vous regardez sans toucher à votre site comment ça réagit en termes de conversion. Et puis ensuite, vous appelez DataYads pour le faire à l'échelle. Cette réponse était sponsorisée par DataYads. Oui, tu as vu, j'ai promu d'autres outils aussi. Tu l'as très bien fait. Benjamin, tu en as un de ton côté? Ok, moi j'en ai même deux conseils, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est la partie qualité de la data, que ce soit data produit, mais data globale pour pouvoir suivre et optimiser toutes ces actions-là. Et le côté plus e-commerce, ça va être vraiment sur l'intentionnalité des clients. De dire, toujours se mettre à la place du client, de dire en fait, qu'est-ce qu'il vient chercher, dans quel mood il est, qu'est-ce qu'il a besoin de voir, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir. Pour recréer ces pages. Je pense que niveau technique, on peut aller très loin, mais mettons-nous à la place du client et ne l'oublions pas. Super. Et moi, je me permets de donner mon petit conseil que je répète tout le temps, mais je ne m'en lasserai pas. Tester, quoi. Faut tester. Moi, j'aime beaucoup la démarche que tu partageais, Virginie, et que tu relayais aussi, Raphaël. Prenez, mais même 10 pages produits, tester 10 pages produits. C'est quoi l'expérience de search quand on arrive dessus? C'est quoi l'expérience d'accompagnement? Si je déploie un assistant shopping IA, il se passe quoi? Si je déploie des vidéos, il se passe quoi? Si j'enlève les reviews, il se passe quoi? Si je propose des résumés des reviews plutôt qu'une liste sans fin des reviews, il se passe quoi? Bref, tester. Faut surtout pas rester paralysé par tous les chamboulements qu'il y a actuellement. La meilleure réponse, c'est d'apprendre en testant. Voilà, c'est ce que j'aime souvent dire quand j'en ai l'occasion à nos clients, à nos prospects et aux acteurs de l'e-commerce. Bon, en tout cas, un grand merci à tous les trois pour cette super table ronde, cette super échange. Moi, s'il y a une chose que je retiens de nos discussions, c'est clairement que la page produit statique, unique, le fameux parchemin un peu muet là, dont on parlait en introduction, il a vécu. Ça va beaucoup bouger dans les prochains mois. En tout cas, c'est aussi notre conviction qui guide notre roadmap chez iAdvise. Pour nous, la PDP de 2026, ce ne sera plus une page qu'on lit, mais ce sera une interface avec laquelle on discute, avec laquelle on interagit, qui sera visuelle et engageante. Et voilà, c'est notre rôle. C'est pour ça que je voulais avoir cette discussion aujourd'hui. C'est parce qu'on va être moteur aussi de cette transformation, nous connecter aux données, au contenu, à notre assistant shopping IA pour que chaque visiteur sur la page produit ne se sente pas face à un mur d'informations, mais face à une expérience qui est personnalisée, qui guide et qui rassure. Donc voilà, aujourd'hui,
On a aussi la chance de le faire avec plus de 350 retailers en Europe et aux États-Unis. Et voilà. Si vous voulez en savoir plus concrètement sur ce qu'on fait chez iAdvise, mais aussi chez DataYad, chez Akeneo, ou si vous voulez en rentrer un peu plus dans les détails des projets chez Nature et Découverte, n'hésitez pas à me contacter Virginie, Raphaël et Benjamin. Ce sera avec un très grand plaisir qu'on continuera la discussion. Un grand merci aussi encore à vous trois aussi pour votre transparence. Je trouve ça super d'avoir des retours hyper concrets et c'est pas toujours facile de se livrer et d'accepter de partager la réalité du terrain. Donc un immense merci pour ça. Merci aux participants de nous avoir suivis. Le replay sera disponible dès cet après-midi. Et puis, pour ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus, je vous partage cet après-midi les slides que j'ai fait lors de ma keynote, lors de Tech for Retail, sur les 10 chiffres du commerce agentique. Voilà, donc on se retrouve aussi très prochainement sur LinkedIn si vous voulez continuer la discussion un peu plus largement. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Merci Yves pour Merci. l'invitation. Mais de À rien. bientôt.